Bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. La présidence de la République a-t-elle retrouvé la sérénité? Le calme est-il revenu au palais? Mbaye Ndiaye, bonjour. Bonjour. La tempête pétrole qui se poursuit avec encore une manifestation de Arlunibok ce samedi. Ma question c'était, le calme est-il revenu au palais? Merci beaucoup, Babacar. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire bonjour à tous les Sénégalais qui vivent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur et à tous ceux qui nous écoutent à travers votre radio. La présidence de la République n'a jamais perdu de sérénité, tout au contraire. C'est dans l'adversité malheureuse que les uns et les autres veulent imposer à cette présidence que de plus en plus le président Macky Sall renforce l'état de droit, le comportement d'un homme d'État et l'espoir que tous les Sénégalais placent en lui et au-delà de lui en Afrique debout. C'est un homme qui caractérise ce qu'on appelle l'Afrique debout, le président Macky Sall. Je posais cette question parce qu'on a vu les cafouillages et autres tergiversations dans les comportements, la communication du camp de la majorité suite à ce fameux reportage de la chaîne BBC sur de présumés pots de vin que des tenants du pouvoir actuel ont reçus dans les contrats pétroliers, notamment des contrats concédés à l'homme d'affaires Franck Timis. Ce pas des hommes du pouvoir. Aucun homme du pouvoir n'a été indexé jusqu'ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un citoyen, parce que simplement c'est le frère du président qu'on veut en faire une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire d'État. Ce reportage de BBC, nous pensons, et il faut le classer dans ce qu'on appelle les fake news, pour essayer de perturber, de déstabiliser le Sénégal, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement à travers un homme citoyen libre qui entretient des relations d'affaires avec un groupe comme il y en a beaucoup dans ce pays et dans d'autres pays également. Il y a, Mbaye Ndiaye, le fait que le président de la République a remanié un peu son staff, notamment son staff de communication, les retours de Seydou Gueye, de Latif Coulibaly à ses côtés. Tout cela signifie peut-être qu'il y avait des choses à revoir, renforcer, surtout sa communication. On ne peut pas le nier. Non, pas du tout, on ne le nie pas. Mais vous savez, le président de la République avait, après sa grande victoire pour un deuxième mandat, est en train d'installer une équipe qui lui permettent de répondre à l'attente des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est dans ce cadre-là que ce n'est pas un système achevé. C'est au fur et à mesure que nous avançons qu'il sent le besoin de corriger dans un sens ou dans un autre, tout en cherchant à satisfaire dans la demande des Sénégalais à travers le principe du fast-track. Donc, celui-là est caractérisé par des hommes de valeur qui l'accompagnent. Et donc, c'est vrai, la communication est un élément extrêmement difficile, mais je pense que jusqu'ici, les Sénégalais doivent savoir que le président Macky Sall est un homme tranquille, qui ne répond pas d'ailleurs à toutes ces agitations, n'est-ce pas, qui ont tendance à caractériser ou même à personnaliser des combats qui devaient être des combats d'État, d'hommes d'État, et non pas des combats de bas étage. Je pense que c'est ça qui caractérise l'homme. C'est un homme qui est serein, qui reste calme et qui répond que quand il s'agit de répondre dans le bon sens pour mettre les Sénégalais en confiance. Il y a quand même une sorte de staffing hasardeux de Macky Sall avec ses nombreux limogeages, reconductions et en un laps de temps. J'évoquais les retours de Seydou Gueye et d'Abdoulatif Coulibaly à ses côtés. Vous-même, Mbaye Ndiaye, aviez perdu votre poste de ministre d'État au lendemain de sa réélection avant qu'il ne vous fasse revenir. Non, c'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs qui peut-être sont plus bavards que Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye, son limogeage, s'il s'agit de celui-là, c'est un limogeage général de tous ceux qui avaient bénéficié d'une nomination à ses côtés.
Mais ma reprise a été presque instantanée. Mais je n'avais pas besoin de faire comme la plupart pour dire que je suis reconduit. Je n'en avais pas besoin. Et les Sénégalais savent que je suis un homme qui accompagne le président Macky Sall et je n'ai pas besoin de publicité là-dessus. Donc, je suis avec lui, je l'accompagne et de ce point de vue-là, je pense que je n'ai pas besoin de chantonner à travers les toits que je suis reconduit. Je suis bien ministre d'État auprès du président de la République, son Excellence Macky Sall, et c'est ça la vérité. C'est le président de la République qui a demandé à Aliou Sall, son frère cadet, de démissionner de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou pas? Il l'a fait remplacer dès le lendemain de sa démission d'ailleurs. À ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est Aliou Sall qui a pris ses propres responsabilités. Et le président ne fait pas de pression inutile sur les uns et les autres. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut démontrer à travers ce ciblage d'un citoyen comme Aliou Sall? Mais c'est parce que simplement c'est le frère du président de la République. Autrement, tous les Sénégalais qui entretiennent des relations d'affaires avec un groupe pétrole, gaz ou autre, mais ils sont tellement nombreux, mais ça ne fait pas bruit. On veut simplement viser, cibler le président de la République, son Excellence Macky Sall. Et grâce à Dieu, c'est un homme qui est blindé de ce point de vue-là, parce qu'il sait garder les comportements qui sied à un homme d'État et par voie de conséquence, ceux qui sont avec lui. Et donc, non, je pense qu'il n'a pas demandé à Alioune de démissionner. C'est Alioune qui a vu que la situation nécessitait de son côté qu'il prenne ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Le président de la République en a tiré les conséquences. L'État n'appartient ni à une famille ni à quelqu'un d'autre. Et donc, dès qu'il démissionne, il faut qu'on lui trouve un remplaçant. C'est tout. Était-ce, selon vous, une erreur de la part de Macky Sall de mêler son frère à la gestion des affaires publiques? Mais ce serait quand même dramatique quand on a la confiance du peuple sénégalais, qu'on s'isole de sa famille et de ses amis. Non, je pense que ce sont les premiers remparts. Ce qu'il faut, par contre, c'est que tous ceux-là qui l'accompagnent regardent à travers ses comportements et son attitude, le président Macky Sall, quel doit être mon comportement pour être un modèle de référence pour notre pays. On entend de voir en tout cas ce que l'enquête va donner dans ce présumé scandale financier sur les contrats pétroliers dans lesquels Aliou Sall est cité. Mais il y a ce manque de confiance à l'endroit du procureur par une partie de l'opinion avec son controversé appel à témoins. Ce que j'en pense, c'est d'appeler à la responsabilité, à la retenue pour ceux qui pensent qu'ils veulent un jour ou l'autre diriger les affaires de l'État. La justice est un maillon essentiel dans une démocratie. Essayer de l'affaiblir, c'est ignorer complètement les gages d'une démocratie apaisée. Et je pense que ceux-là ont tort de cibler ce serviteur de l'État, le procureur de la République, qui ne fait qu'un travail républicain. On peut s'attaquer à tout le monde, mais ne pas s'attaquer aux principes qui sont régis par les règles de droit, par la loi, la Constitution et les règlements, comme c'est stipulé dans tout état de droit. Je pense que c'est des attitudes qu'il faut souhaiter qu'elles disparaissent de notre champ politique, de notre démocratie. Cela n'honore pas, n'a pas honoré, n'honore pas et n'honorera jamais la République du Sénégal. On n'a pas besoin d'être des jusqu'au-boutistes, des gens vraiment très très durs sur l'acceptation des règles de droit, jusqu'à caractériser, jusqu'à individualiser leur attaque contre des personnes. Je pense qu'en particulier ceux qui incarnent le droit, la justice et la République. Ce qui étonne certains,
c'est le fait que le même procureur, sur des dossiers qui concernent des opposants, le même procureur a usé d'autres méthodes beaucoup plus rapides. Vous évoquez le fast track. Justement, il était en mode fast track sur des dossiers qui concernent des adversaires du pouvoir actuel. Mais ça veut dire que c'est très bien. S'il fait du fast track, c'est très bien. Je pense que chacun a son calendrier, ses modes d'intervention et sa méthode de travail. Tantôt on dit qu'il fait du fast track, tantôt on dit qu'il ne réagit pas, mais c'est ça aussi l'homme, c'est l'homme dans toutes ses dimensions, en partie, même s'il est doté d'un pouvoir de décision ou d'un pouvoir d'aide à la décision, chacun a sa méthode de travail. Et je pense qu'il ne faut pas confondre le temps de la justice à celui du temps d'un homme politique qui ne regarde parfois que ses propres intérêts. C'est parce qu'il est partisan. Et la justice, elle n'est pas partisane, elle est là pour la République. Et quand elle agit dans le sens qui vous arrange, vous avez l'impression que c'est une bonne justice. Dès qu'elle agit dans un sens qui ne vous arrange pas, vous criez sous tous les toits. Non, ça aussi, ce n'est pas le comportement d'un homme républicain, d'un homme démocrate. Je pense que là aussi, il faut que chacun de nous regarde par rapport à lui-même. La plateforme Aar Li Ñu Bokk continue la mobilisation, les manifestations de rue pour que la justice dise la vérité dans ce dossier. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une matière à réflexion dans le camp du pouvoir, cette détermination de l'opposition et des associations? Mais ce qui est regrettable, c'est qu'une opposition, après avoir été battue démocratiquement, sans aucune entrave à une gestion démocratique du processus électoral, ait perdu les élections, et que cette opposition pense que c'est à travers la rue, dans l'intonation du discours, qu'il faut trouver les failles pour faire partir le président Macky Sall. Ça, c'est pas de la démocratie. C'est pas de la démocratie que de s'acharner à installer le pays dans un climat d'insécurité, dans un climat de défiance par rapport aux institutions de la République. C'est en cela que je pense l'État doit rester debout et refuser à ce qu'un groupe d'individus puisse utiliser la violence dans le verbe et dans l'action pour chercher à déstabiliser notre démocratie, notre pays, notre État. Est-ce que vous voulez dire qu'on interdise les manifestations de rue? À chaque fois que qu'il est nécessaire de le faire, il faut le faire, sans état d'âme. Je pense que ceux qui cherchent à installer le pays dans un climat d'instabilité doivent savoir qu'un État, on ne s'amuse pas avec. L'État restera debout. Vous allez vous attirer les foudres des militants de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés. Mais heureusement qu'ils sont très peu nombreux dans le pays, ceux-là qui pensent que c'est à travers la violence, dans le verbe et dans l'action, qu'il faut installer le Sénégal. Parce que c'est après des élections démocratiques reconnues par tous que le président Macky Sall a gagné à 58%, plus de 58%. Mais ceux-là, où est-ce qu'ils étaient? S'ils étaient armés d'une bonne vision, d'une bonne idée pour la démocratie, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est parce que personne ne les écoute. Ils n'ont que le verbe. Ils ont le droit, monsieur le ministre, mais le droit commence par le respect des règles de fonctionnement d'une démocratie. Une démocratie, le pouvoir est donné par le souverain. Et le pouvoir est donné à travers des élections régulières, démocratiques, transparentes. Ça a eu lieu. Il faut attendre les prochaines élections. On ne peut pas, après des élections, vouloir instaurer un climat de défiance contre les institutions de la République pour défier d'ailleurs le peuple qui a voté à 58%. Qu'est-ce qu'on veut démontrer à travers l'ensemble de ces regroupements quotidiens ou même hebdomadaires? C'est inacceptable dans une démocratie. Ce n'est pas de la politique à proprement parler, ce sont des manifestations pour la manifestation de la vérité dans ce présumé scandale financier. Si on le fait une fois, deux fois, dans une période acceptable de 3 à 4 mois, oui.
c'est compréhensible. Mais vouloir l'instaurer tous les jours, tous les week-ends, toutes les semaines, mais ça ressemble à quoi? Non, ça, c'est pas de la démocratie. C'est de l'anarchisme. Ailleurs, ça se fait dans de grandes démocraties. Les grandes démocraties dont vous parlez, peut-être, ça existe, mais c'est des démocraties, je ne dis pas à système achevé, mais ici, on est en train de construire un État, d'aider à déraciner la pauvreté, d'aider à élever le niveau d'éducation des populations, d'aider à soigner les populations. Il faut que le débat soit orienté vers ces domaines essentiels et non pas vers la recherche aveuglée du pouvoir à travers des manifestations quotidiennes. Ça aussi, ce n'est pas de la démocratie. Dans cette affaire, Aliou Sall, avez-vous l'impression que vos alliés de Benno Bokk Yakaar vous ont laissé à vous-même, qu'ils ne vous défendent pas assez, comme le pensent certains? Non, il faut faire la différence. Aliou Sall n'est pas le pouvoir. Aliou Sall est un simple citoyen sénégalais, courageux, qui assume son destin personnel, et dans le passé et dans le présent, je pense qu'on le cible simplement parce qu'il est le frère du président Macky Sall qu'on cherche à déstabiliser. C'est ça aussi la vérité. Il y a combien de Aliou Sall dans ce pays-là? Même ceux qui parlent, combien d'entre eux sont en connivence avec des opérateurs, des businessmen internationaux, à travers des businessmen de... Il n'est pas le pouvoir, il est membre du pouvoir, était récemment directeur général de la CDC. Oui, mais à ce titre-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il est déjà établi qu'il était un collaborateur de l'homme d'affaires Franck Timis, objet justement de ces soupçons de corruption. Est-ce que vous-même, dans votre boîte-là, il y a combien de responsables citoyens honnêtes, sincères, qui soient en relation avec des businessmen étrangers? Mais ça, ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit, mon frère. Je ne sais pas si c'est comparable avec l'État. Non, je dis l'État ou citoyen ordinaire, ce dont il s'agit ici, c'est que Aliou Sall est ciblé parce que simplement c'est le frère du président Macky Sall. Mais ça aussi, c'est la vérité. Revenons sur terre et regardons objectivement, essayons de comprendre que avoir des affaires avec des opérateurs extérieurs, ce n'est pas un délit au Sénégal. La loi ne s'y oppose pas. Maintenant, si on veut simplement essayer, après avoir utilisé tous les moyens de déstabilisation de l'État ou de l'homme d'État, le président Macky Sall, tous les moyens utilisés n'ont pas réussi pour eux. Alors, il faut voir de quel côté maintenant, à travers sa famille, ses amis, on peut essayer de passer pour l'atteindre. Mais ils ne l'atteindront pas. Le président Macky Sall est hors portée de ces attaques personnalisées et qui ne sont que du domaine des hommes pressés pour arriver au pouvoir à travers des moyens autres que démocratiques. L'attitude de vos alliés? Mais nos alliés, je pense qu'ils sont honorables sur tous les plans. Benno Bokk Yakaar et la mouvance présidentielle, on les entend à tout moment. C'est des hommes et des femmes de valeur qui ont accepté d'accompagner le président de la République, son Excellence Macky Sall, dont ils font d'ailleurs leur leader. Et celui-ci, grâce à Dieu, cherche par tous les moyens de partager ce pouvoir-là, de les écouter et de remplir sa mission pour arriver à un Sénégal émergent. Non, je pense que ces alliés-là, c'est des alliés de taille, des compagnons de lutte. Et le président de la République, Macky Sall, en tout cas, fait de ce compagnonnage un compagnonnage utile pour la démocratie sénégalaise, utile pour le développement du Sénégal, utile pour l'expérimentation d'un grand compagnonnage politique au profit de l'Afrique et en particulier du Sénégal. Aura-t-on alors des listes Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections locales que des listes Benno dans les rangs de la majorité? Vous savez, les élections locales sont des élections extrêmement complexes et compliquées. On ne décrète pas ne décrète pas pour obtenir l'unanimité des comportements. Je pense que
comme on l'a fait dans le passé, son Excellence le Président de la République, en rapport avec les leaders de Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle, déterminera la meilleure voie pour nous, pour continuer à conserver la grande majorité au niveau des collectivités locales, des collectivités territoriales, et je pense que ça ce sera encore fait cette fois. Souhaitons que ça corresponde à l'attente, à l'aspiration des uns et des autres. Déjà à l'APR, il y en a qui affûtent leurs armes du genre, si on n'est pas sur les listes Benno, nous allons faire cavalier seul. Oui, vous êtes le directeur des structures de l'APR, c'est une grosse équation devant vous. Ça, c'est vous qui le dites. À l'APR Yakaar, ce que je demande à l'ensemble des responsables, aux militants, c'est par quelle procédure devons-nous passer pour mettre le parti en mouvement dans le cadre d'une gestion commune avec Benno Bokk Yakaar et la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parti soit mis en mouvement dans cette tentative de déstabilisation permanente de l'opposition? Ce que l'APR doit faire sur ma demande et ma vision, c'est de continuer à faire un travail d'animation, de mobilisation à la base en utilisant les moyens dont nous disposons à travers le dialogue national. L'ensemble des thèmes d'animation du dialogue national doivent constituer des prétextes d'animation du parti à la base. Parce que ce que le président souhaite, ce que nous souhaitons, nous, membres de l'APR Yakaar et de Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle, c'est que le travail de réflexion soit mené à la base pour quand même donner à la direction, au président de la République, tous les moyens intellectuels et techniques qui lui permettront ou qui permettront au parti, parce qu'il a désigné déjà une personnalité indépendante reconnue par tous, n'est-ce pas, pour diriger ce dialogue national. Donc, les idées que nous allons déposer sur la table de discussion, d'échange du dialogue national doivent provenir de l'ensemble des militantes et des militants de base. Et c'est cela qui doit constituer aujourd'hui le seul référentiel pour l'animation, la mobilisation, la mise en mouvement de l'APR Yakaar pour être utile dans ce dialogue national qui constitue aujourd'hui la réponse à toutes ces agitations. Je pense que ceux qui ont des idées à défendre pour le destin national doivent accepter d'aller répondre à ce dialogue national. Le président de la République a démontré que c'est un homme qui ne s'attaque pas simplement aux petites choses, mais c'est un homme de vision qui regarde dans l'avenir qu'est-ce qui peut être meilleur pour le Sénégal et mettre en œuvre la stratégie de réussite. Mbaye Ndiaye, vous êtes un fin connaisseur, en tout cas du processus électoral, ce qui vous a sans doute valu une nomination comme ministre de l'Intérieur. Vous êtes le premier à occuper ce poste sous la présidence Macky Sall. Ces prochaines élections locales, vous les voyez organisées comment? Les maintenir en décembre? Doit-on changer le mode de scrutin? Je l'ai déjà dit à l'autorité. Ce que je pense, c'est que des élections ont toujours eu lieu au Sénégal de manière régulière, à part quelques périodes où l'autorité a jugé utile de les reporter. Dans le cadre du président Macky Sall, à travers les prochaines élections territoriales, je pense qu'il a fait appel à un dialogue national. C'est ce dialogue national qui doit déterminer quel doit être le calendrier précisément électoral. Le dialogue politique. Oui, particulièrement. C'est quand même une des composantes essentielles. Et donc, c'est à travers ce dialogue que les uns et les autres doivent dire... Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est un problème de délai. Aujourd'hui, est-il possible de maintenir les dates telles que prévues par la loi décembre, ou est-il impossible de les tenir? Je pense que le dialogue national va permettre de trouver la meilleure solution pour que les uns et les autres se sentent concernés pour qu'il n'y ait pas d'impair dans la décision finale. Et sur le débat sur le mode de scrutin, élire un maire, un président de conseil départemental directement ou indirectement, comme ça se fait en ce moment?
Oui, disons qu'il y a des... Oui, je pense que c'est un des éléments de discussion. Je pense qu'il y a des aspects positifs comme il y a des aspects négatifs. Oui, le maire, s'il est élu au suffrage universel direct, oui, c'est une décision, mais qui a ses conséquences. La plupart des acteurs pensent, certains, j'allais dire, pensent qu'il est mieux de le faire élire au suffrage universel direct. Vous avez des réserves? Disons qu'il y a ça soulève beaucoup de problèmes. Parce que le maire est élu, ses adjoints sont élus, tout ça c'est défini à travers la loi, il faudra donc discuter de tout ça. Je pense que c'est une discussion ouverte. Il faut que la classe politique, dans son ensemble, ce qu'on appelle société civile, entre autres, et tous les acteurs du processus électoral, essayer de changer là-dessus pour trouver la meilleure solution, étant entendu que toute solution a des aspects positifs comme des aspects négatifs, mais à l'état actuel, oui, peut-être que la tendance pourrait retenir de faire élire le maire au suffrage universel direct, mais il faudra regarder de manière très approfondie tout le contour de ceux-là qui accompagnent le maire en cas de vacance de pouvoir du maire, en cas de suspension, en cas etc. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faudra prendre en charge. Est-ce que ce seront des élections partielles ou est-ce que ce seront, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes à entrevoir de ce côté-là. Et sur le montant de la caution, 20 millions en tout, si on est sur les départementales et les municipales, 10 millions pour chaque élection, ça fait 20. Raisonnable, par liste chiffre, de candidature. Oui. Oui, par liste de candidature. Oui, c'est très bien, je pense. Je pense que si c'est retenu, c'est pas mal. Parce que c'est des élections qui, si elles ne sont pas normées, vont faire appel à beaucoup de candidatures, et donc beaucoup de dépenses pour l'État. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on pense à l'État parfois. J'ai entendu la communauté économique, je ne sais pas, une commission de l'Union européenne, c'est bien ça, qui fait des propositions anticipatives sur ces élections en parlant de suppression d'ailleurs du parrainage. C'est une ignorance parfaite de ce qui est à la base de la création du parrainage. C'est la mission d'observation de l'Union européenne à la dernière présidentielle. Oui. Je pense que c'est une erreur extrêmement grave et par ignorance de ce qui a conduit le Sénégal à adopter le principe de parrainage. Depuis le feu Kébambaï, j'étais là. Je fais partie des acteurs. Limité à la société civile. Aujourd'hui, le président de la République, son excellence Macky Sall, l'a étendu à tous les candidats possibles. Mais tout le monde devait applaudir. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait, ce que certains perdants, mauvais perdants souhaitent, c'est qu'on arrive à des élections où il n'y ait pas possibilité d'organiser des élections. Donc l'anarchie. Mais ça... aucun pouvoir responsable n'acceptera de verser dans cette situation. Il y a plus de 300 partis politiques aujourd'hui. Aux élections législatives passées, plus de 47 listes. Alors, si le Conseil constitutionnel n'avait pas pris cette décision-là de choisir parmi les 47 candidats, par exemple, 5, qu'est-ce qui allait arriver ? La loi électorale dispose que les élections s'arrêtent à minuit. Vous pensez qu'on pourrait faire des élections dans une journée et ne pas aller au-delà de minuit? Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui allait arriver? C'est ça que les uns et les autres cherchaient dans le sens de créer une situation d'anarchie au Sénégal. Et donc, le parrainage, oui. Dans quelles conditions, selon les types d'élections? C'est ça la réflexion. Le parrainage, oui. Généralisé, oui. Parce que l'argent seul n'est pas un modèle suffisant pour quand même rationaliser les candidatures dans une élection. Et donc, le parrainage est une nécessité
pour toutes les élections au Sénégal, étant entendu que notre démocratie a fait que chaque Sénégalais veut assumer des responsabilités. C'est bien, mais il faut quand même l'organiser. Le risque d'écarter des ambitions citoyennes, locales, parce que tout simplement, il y a l'argument argent. Est-ce que c'est une bonne chose pour une démocratie? Non, une liste quand même qui veut être présente sur l'ensemble du pays ou sur une partie du pays doit pouvoir au moins rassembler 10 millions. Non, l'argent n'est pas un élément de difficulté majeure pour les acteurs politiques sénégalais. Tout au contraire. Vous avez vu que la plupart brassent l'opposition sénégalaise est plus riche que le pouvoir. Ça, vous le savez. Ah bon? Ah oui, ils sont plus riches. Pourquoi vous le dites? Ah, mais parce qu'on sait que c'est des hommes extrêmement riches qui, quand même, à travers les élections, à travers leurs manifestations, à travers leurs activités quotidiennes, mais ils brassent des millions parce que nous savons que c'est un milieu où il faut beaucoup de moyens, en particulier pour mobiliser, Où est-ce que, selon vous, l'opposition trouve ces moyens financiers, ces gros moyens financiers pour vos cités? Oui, mais de toute façon, moi, je ne saurais le dire, mais si je fais le constat. Et c'est ça qui fait que, d'ailleurs, les Sénégalaises et les Sénégalais doivent faire attention. Un pays où on parle de gaz, de pétrole, de mines, etc., vous savez, tous ceux qui sont à l'affût, n'utilisent que des intermédiaires nationaux sénégalais. Et c'est à travers cela qu'il faut faire très attention. L'argent n'est pas une difficulté pour ces gens-là, mais ce qui est difficile, c'est quand même essayer de maintenir le Sénégal dans une station de stabilité pour qu'on ne déstabilise pas notre pays. Ça nous permet de parler de votre passé de maire. Oui, vous avez été maire des Parcelles Assainies, la commune des Parcelles Assainies entre 2001 et 2008. Vous avez été, en octobre 2008, révoqué de votre poste de maire par un décret de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, sur le motif de votre révocation. Tellement de choses, justement, qu'on vous reprochait, des fautes de gestion, entre autres, une intervention irrégulière dans des domaines qui ne font pas partie de vos attributions, notamment en matière foncière. On vous accuse d'avoir procédé pour le compte de tiers comme pour votre propre compte à l'affectation de réserves foncières situées dans la commune des Parcelles Assainies, commune d'arrondissement à l'époque. On vous reproche aussi une utilisation abusive de contractuels dont le nombre dépassait largement, selon toujours ce décret, dépassait largement les besoins et les capacités financières des Parcelles Assainies. Un octroi abusif et discrétionnaire de secours à des indigents dans l'irrespect des procédures en la matière. Utilisation irrationnelle de carburant. Il donne un chiffre, ce décret, 20 000 litres pour une commune, dit le décret, une commune qui compte que 7 scooters et un véhicule affecté au directeur de la radio communautaire. Quand on lit tout ça, Mbaye Ndiaye, on est vraiment en face d'un gros scandale présumé, comparable même sans doute à ce que le pouvoir d'aujourd'hui reproche à Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar. Mais je voudrais en rire, et tous les Sénégalais en rient. Vous savez que Mbaye Ndiaye, il faut continuer jusqu'à ma défenestration de l'Assemblée nationale. Mais là, non, j'en arrive. Je voulais dire simplement que tout ce qui a été utilisé ici pour déstabiliser un citoyen maire de ses fonctions à travers des calomnies, n'est-ce pas, qui disent pas leur mot. Les Parcelles Assainies, il n'y a pas de parcelles dans les Parcelles Assainies. Comment est-ce qu'un maire dans une localité comme les Parcelles Assainies peut disposer de foncier qu'il met à la disposition de tiers ou de lui-même? Il n'y a pas de terre disponible aux Parcelles Assainies. Ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de réserve foncière aux Parcelles Assainies. Ça n'existe pas. Donc, tout ça, c'est des calomnies qu'on a utilisées en son temps pour me débarquer de mes fonctions de maire.
Mais parce que vous étiez proche de Macky Sall, c'est ça? Oui, parfaitement. C'est simplement la raison qui faisait que j'étais devenu un homme à abattre. Et ils m'ont abattu, mais ça n'a servi à rien. Parce que le président Macky Sall, à force de travailler, et Mbaye Ndiaye parmi les autres qui ont cru en lui, nous sommes parvenus à convaincre les Sénégalais que nous avions un projet qui était valable sur le plan du développement, sur le plan de la démocratie, mais sur le plan de l'éthique. Et c'est ça qui a fait que tous les Sénégalais ont adhéré à cette vision du président Macky Sall, et c'est ce qui nous a donné le pouvoir. Quant à Maître Wade, je pense que tout ça, on le lui a fait croire, mais que c'est un homme que je respecte, que je respecterai toujours. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour lui souhaiter la bonne santé, mais également lui demander de continuer à servir le Sénégal et l'Afrique par son comportement, mais également par son niveau de responsabilité pour que cette démocratie stable au Sénégal persiste et reste un modèle à travers le monde. Je pense que ni dans la radicalisation, ni dans le boycott, encore moins dans d'autres tentatives de comportement oppositionnel, le président Wade ne doit être un champion. Il a fait ce qu'il devait faire. Il faut qu'il aide le Sénégal à rester debout, à rester stable, à rester démocrate. Une réconciliation Abdoulaye Wade-Macky Sall est-elle encore possible? Vous êtes un ancien du Parti démocratique sénégalais que vous avez quitté avec Macky Sall, justement en 2008. Est-ce possible que les deux hommes se retrouvent? Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Le président Macky Sall est un homme ouvert. Les divergences sont profondes. Ça, c'est vous qui le dites. Divergences profondes, tout ça, ça dépend de celui qui parle et parfois de ses convictions ou de ses souhaits. Le président Macky Sall n'a pas autre ambition que de servir le Sénégal dans la paix. C'est un homme de paix, de sécurité. Et je pense que avant-hier à Touba, ce que nous avons entendu du guide religieux, un des grands guides religieux du pays, guide Vénéré, n'est-ce pas, ce qu'il a dit de Macky Sall, ce qu'il a dit du Sénégal et ce qu'il a dit du Sénégalais constituent des éléments de confiance pour que nul n'en ignore. Le président Macky Sall est un homme à qui on doit continuer à faire confiance. Mbaye Ndiaye, ministre d'État auprès du président de la République, notre invité. On parle énergie, si vous voulez bien. Vous êtes un ancien cadre de Sénélec, la Société nationale d'électricité. Interrogation sur les tarifs de l'électricité. Seront-ils augmentés? Faut-il les augmenter? Déjà, les carburants ont haussé parce que l'État sénégalais dit qu'il ne peut plus supporter la subvention qu'il a louée au secteur pour fixer les prix au même niveau après les inflations sur le baril du pétrole. Pour vous, c'est justifié, assez justifié, ou en tout cas, c'est une mesure très, très impopulaire? Oui, la gestion d'un pays parfois s'accompagne de mesures impopulaires. Normalement, il fallait faire cette augmentation bien avant les élections présidentielles. Le président Macky Sall, il a eu une bonne oreille d'écoute. Et je pense que c'est à travers ses conseillers, à travers sa propre conviction, qu'il a su attendre le moment venu pour procéder à ces réajustements des prix. Mais justement, il y a comme une escroquerie. On s'approche d'élections, on dit qu'on ne hausse pas les prix des carburants, on attend d'être réélu et là on applique les tarifs qu'on veut. Non, je pense qu'il faut le mesurer par rapport aux moyens dont dispose l'État. Les moyens dont dispose l'État ne sont pas élastiques à l'infini. Je pense qu'il fallait patienter, regarder l'évolution du marché mondial. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre également à une baisse après ces élections-là? Donc c'est tout cela que le décideur met en œuvre. Il ne prend pas simplement une décision par rapport à une situation pour être
très pessimiste ou être trop optimiste. Non, il regarde et dans un délai d'observation raisonnable, si les tendances continuent à s'alourdir, il faut prendre les responsabilités qui s'y est. Non, ce n'est pas, je pense, du calcul, comme vous le dites, personnalisé par rapport à un intérêt. Je n'ose pas utiliser les termes que vous, journalistes, vous dites, mais je pense que le président Macky Sall va au-delà des calculs de mesquinerie. Non, ce qui l'intéresse, c'est l'avenir du pays. Mais c'est un homme qui a foi en Dieu, mais qui a foi également à ce que le marché international, en particulier du carburant, peut subir des hausses comme il peut subir des baisses. Mais par rapport maintenant aux possibilités économiques et financières du Sénégal, il arbitre et prend les décisions au moment opportun. Donc il faut patienter. Il faut réduire les charges partout où c'est possible, mais le jour où ce n'est plus possible et que la tendance internationale se maintienne ou se dégrade, c'est là où il faut prendre cette décision-là. Et les prix de l'électricité ? Oui, c'est les mêmes principes. Je pense que le prix de l'électricité, nous ne souhaitons pas qu'on en arrive à ce niveau-là pour le carburant, mais en tout état de cause, toutes les situations malheureuses qui peuvent dépasser les capacités économiques et financières du Sénégal, il faut s'attendre à ce que chacun des Sénégalais supporte la part de vérité pour qu'on dépasse ces phases difficiles. Mais je pense à l'oreille de ce que nous attendons tous, de cette exploitation gazière et pétrolière. Je pense que le Sénégal peut continuer à espérer de traverser avec bonheur toutes ces crises éventuelles. On parle toujours de Sénélec, votre ancien employeur, Sénélec. Oui. Ce vieux projet qui ne prend toujours pas forme, on en parle parfois, et parfois on range dans les tiroirs, rassembler toutes ces sociétés publiques qui s'occupent d'électricité. Sénélec, ASER, l'agence sénégalaise d'électrification rurale, l'AME, l'agence qui s'occupe de l'économie, de la maîtrise de l'énergie. Vous pensez que ce sera un bon modèle d'en faire une grande agence, une grande boîte publique pour faire face davantage aux conjonctures dans le secteur ? Bon, vous savez que la Sénélec est partie de cela, c'est-à-dire que Sénélec rassemblait tout dans le passé. Au fur et à mesure, le principe de qui trop embrasse mal étreint s'est réalisé et on a essayé de répartir en petits morceaux, entre guillemets, des domaines de compétences avérés, tels que la prise en charge de l'électrification rurale, l'économie d'énergie, entre autres, etc. Mais l'économie dans tous les domaines, maintenant, il faut l'utiliser pour éviter le gaspillage. Est-on arrivé aujourd'hui à une phase de rassemblement de tous ces domaines dans une grande entité? Je pense que c'est pas évident. C'est pas évident. S'il est avéré que toutes ces structures-là aident à atteindre l'objectif original, c'est-à-dire répondre au mieux à l'attente des populations cibles et éviter le moindre gaspillage, je pense qu'il faudra les maintenir. Le décideur, le président Macky Sall, est un homme extrêmement averti de ces domaines-là. Et je pense que les Sénégalais doivent rester tranquilles et se dire qu'il n'y aura rien qui soit fait dans la précipitation. Au contraire, tout sera réalisé au mieux pour le peuple sénégalais. Macky Sall qui se trouve à Niamey au Niger pour assister au sommet de l'Union africaine qui doit lancer la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. C'est le lancement politique parce que véritablement ça ne va démarrer qu'en juillet, le 1er juillet 2020. Un grand pas pour vous, pour l'Afrique, que les liens commerciaux entre les différents membres de l'Union africaine soient ainsi renforcés avec cette ZLEC?
Oui, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement et il est heureux de constater que le Nigeria, semble-t-il, est revenu, finalement décidé de signer. Mais il faut que le Sénégal demeure et reste un pays d'exportation, un pays de référence pour la qualité. Dans ce domaine de rassemblement et de mise en œuvre d'une seule et unique fiscalisation pour la libération de la circulation des personnes et des biens, chaque pays doit essayer d'être au meilleur de sa forme pour la qualité. Et je pense que c'est cet appel qu'il faut continuer à lancer au peuple sénégalais. Vous ne craignez pas qu'avec cette ZLEC, les plus faibles soient écrasés par les plus forts? Oui, dans l'ensemble, mais comme c'est un marché ouvert, même les plus faibles ont des spécificités qui peuvent leur permettre quand même d'accéder à ce grand marché ouvert. Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de regarder dans tous les domaines de compétences quelles sont les méthodes, les meilleurs moyens pour avoir la meilleure qualité possible. Et le Sénégal, je pense, quand vous regardez l'ensemble des niveaux d'exportation, les relations entre le Sénégal et les pays africains, c'est quand même des relations qui sont extrêmement bonnes et je pense qu'il faudra voir comment est-ce qu'il faut faire pour les améliorer. L'ensemble des infrastructures que le président de la République, Macky Sall, est en train de faire pour faire du Sénégal un hub aérien, un hub marin, un hub terrestre, sur l'ensemble des moyens qui permettent au pays d'être ouvert, d'être en communication avec le reste du monde, je pense que c'est ça les préalables. Cela constitue des préalables pour aider les acteurs politiques, économiques et sociaux à être présents dans ce domaine du donner et du recevoir. Et je n'ai pas peur pour l'avenir, pour le Sénégal, et je pense qu'il faut qu'on continue à faire confiance au président Macky Sall. C'est l'homme de la situation et ça, Dieu merci. Je pense que tout le monde doit... On va continuer à parler de l'Afrique, mais de l'Afrique du football, la CAN 2019. Le Sénégal va jouer mercredi 16h. Les supporters sénégalais contents peut-être que les Lions se qualifient en quart de finale, mais insatiables sur la qualité du jeu produit par l'équipe d'Aliou Cissé. Quel est votre commentaire? Rendons grâce à Dieu. Ils vont crescendo. C'est une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure que nous avançons. Dieu merci. Et je pense qu'il faut continuer à les encourager, à encourager leur entraîneur et toute l'équipe technique qui les accompagne. Vous pensez que les supporters ils sont trop durs avec... En particulier le ministre des Sports, Makhtar. Est-ce que vous pensez que les supporters sénégalais sont trop exigeants avec l'équipe? Mais il faut qu'ils soient exigeants, mais il faut qu'ils soient raisonnables. Parce que c'est tous les pays africains qui sont admis, qui ont investi sur des hommes, sur des systèmes, sur des moyens pour en arriver à ce niveau de qualité supérieure. Donc il faut rester quand même respectueux des autres. Mais la qualité des hommes qui composent l'équipe nationale du Sénégal est telle que de manière individuelle ou collective, l'équipe nationale du Sénégal était la meilleure en Afrique. Elle était parmi les meilleures du monde. Et au niveau individuel, les meilleurs du monde également, on en compte dans l'équipe. Il n'y a pas de raison qu'on ne rêve pas pour la première fois que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique. Et je pense que c'est cette prière que chacun doit faire au niveau du Sénégal. Et je pense que quelles que soient les adversités, ce sont nos enfants qui sont sortis pour défendre la couleur nationale. Prions pour qu'ils reviennent avec l'honneur africain. Mbaye Ndiaye, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM, ministre d'État auprès du président de la République.